Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour le petit livre tant attendu, Tainted Grail, Voyage en Avalon. C'est la version solo du jeu de rôle qui est sorti en boutique aujourd'hui. Du coup, je suis très contente de l'avoir. Affronter les ténèbres d'Avalon. Tainted Grail, Voyage à Avalon vous embarque dans un monde mourant où chacun de vos choix influence votre destinée. Explorez un vaste monde ouvert, découvrez des secrets oubliés et forgez votre légende grâce aux tables aléatoires variées. Le système épuré, inspiré par le Story Arc System, récompensé des ombres d'Esteren, combine progression de personnages et jeu en solo intuitif, vous offrant tous les outils nécessaires pour créer votre propre histoire. Choisissez l'un des 5 personnages prétirés ou créez le vôtre, puis taillez votre route à travers Avalon. Que retiendra-t-on de votre histoire? C'est bien la question qu'on se pose tout de suite. Alors, on commence. On feuillette juste un petit peu pour le plaisir, que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et si vous vous sentez de vous lancer dans l'aventure, on a 282 pages. J'ai pas encore regardé, j'attendais de faire ça avec vous. Alors, on a une magnifique carte avec apparemment des zones dans lesquelles vont se passer des choses, certainement sur les tables aléatoires. Donc celle-ci, carte d'Avalon. Et il y a, j'ai vu déjà, la même à l'arrière. Une carte d'Avalon avec point d'intérêt. Alors, en fait, c'est une couverture rigide. C'est bien, c'est pas bien. Le livre sera solide, certes. Maintenant, pour faire des photocopies des cartes ou des petits trucs un peu pratiques pour jouer, ça va être un petit peu plus difficile d'avoir des choses propres. Mais on va s'en sortir. Donc on va ouvrir, voir un petit peu comment ça se présente. Tainted Grail, Voyage en Avalon. Alors, jeu de rôle du studio Agathe, basé sur l'univers Tainted Grail créé par Awaken Realms. Ok, donc on a la liste de tous les concepteurs, de tous les gens qui ont travaillé dessus. Et on va passer au sommaire. Chapitre 1, Introduction, aperçu du jeu. Avalon, une île entourée de mystères. Le but ultime, les types de cartes, les jets de résolution. Chapitre 2, on va retrouver tout ce qui concerne les personnages. Alors, je ne sais pas si on peut directement créer nos persos, mais on va voir ça un peu plus loin. Ou si on peut jouer uniquement avec des personnages prétirés. Si on ne peut pas créer nos personnages, ça veut dire qu'il faudra qu'on prenne au moins le manuel d'initiation en fait destiné au maître du jeu. Voilà, il y en a une petite version légère à 10€, enfin 9,90, qui est sortie en boutique en même temps. Ou sinon, il y a carrément le gros livre de base là à 49€, me semble-t-il. Version boutique, bien sûr. Je n'avais pas participé au KS à l'époque. Alors, sur le chapitre 3, on va avoir le déroulement du jeu, donc le début du périple et la structure d'un geste, vu qu'on va jouer en nombre de gestes. Et chapitre 4, règles et indications, donc tout ce qui va concerner les objets, services, le commerce, ça c'est bien. Ça c'est bien qu'on nous mette du commerce pour un JDR solo. Les compagnons, points de survie, points d'expérience, métamorphose, trésor, incident, mort, règles supplémentaires relatives à la magie. Ça c'est cool aussi qu'ils aient donné de la magie dedans. Chapitre 3. On a tout ce qui va concerner les événements. Donc, alors je sais que dans le KS, il y a un deck de cartes événements pour aider un petit peu pour les pannes d'inspiration ou autres. Puis ça peut toujours aider quand on joue en mode bac à sable. Donc voilà, donc les événements, découverte, influence et combat. Après pour ceux qui ont le jeu Tainted Grail, que ce soit le premier ou la deuxième version, le Kings of Ruin, vous pouvez vous servir aussi des cartes du jeu pour vous aider un petit peu quand vous êtes un peu perdu. Chapitre 6, les ressources. Mais il y a une sacrée liste. Alors, le Weird, donc on va nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, je suppose, et les territoires d'Avalon. Et là, vous voyez qu'on a un tas d'endroits à visiter. Voilà. On est bien entendu, j'imagine aussi, pas obligé de se cantonner à ces territoires-là. On pourra en inventer tout seul si on se sent. Mais alors pour commencer, il y a déjà pléthore à faire.
Et on va prendre connaissance de l'avant-propos. Alors, j'ai découvert le jeu de rôle sur table il y a 27 ans, grâce aux bons amis avec qui je joue encore aujourd'hui. À l'époque, lors de notre première session, j'ai choisi le personnage prétiré qui déchire le plus, un nain guerrier. Moi, je préfère jouer les voleuses, perso. Sans rien connaître de ses capacités. Chaque fois que je lançais les dés, je trépignais sur ma chaise. J'avais 9 ans, je comprenais à peine ce qui se passait, mais j'adorais ça. Sans que je le sache, ce jour allait orienter le reste de ma vie, car il a modelé mon choix de carrière et cimenté ma passion dévorante pour le JDR. Etc., etc., etc. On va pas tout lire. Et c'est signé Diego. Chapitre 1. Aperçu. Là, par contre, on va lire un petit peu parce que ça sert d'introduction. Aperçu du jeu. Pour accomplir votre destinée et rejoindre les rangs des gardiens d'Avalon, vous devrez faire face à maints périls et surmonter bien des obstacles. Survivez, sauvez l'humanité, restez fidèle à votre quête. Votre motivation personnelle recoupant vos désirs et objectifs et progressez vers votre but ultime, l'ascension. À moins que vous ne périssiez en essayant de l'atteindre. Ça, c'est une éventualité, il va falloir qu'on se tienne prêt. Bienvenue dans Tainted Grail Voyage en Avalon, un jeu de rôle solo prenant place dans l'univers de Tainted Grail et dont les mécaniques de jeu simplifiées sont étroitement liées à celles de Tainted Grail, la geste d'un monde mourant. Dans ce jeu, vous incarnerez le personnage de votre choix parmi les 5 archétypes proposés et entamerez votre périple à travers les territoires d'Avalon. Ce faisant, vous explorerez les terres, forgerez des alliances, porterez secours à la veuve et l'orphelin, découvrirez le paysage politique de Camelot et affronterez toutes sortes d'adversaires et de créatures tout en vous efforçant de survivre au weird et à ses effets chaotiques. À l'aide de cartes de tarot, vous allez créer une geste, un scénario, et faire face à une série de défis et d'événements. Chaque carte de tarot est reprise dans ce livre et offre une situation différente déterminée par des variables, ce qui vous assure un périple unique. Donc les cartes de tarot, je suppose, vont servir un petit peu à la place du système Musée-Oracle ou du système ITA. Donc imagine ton aventure. Après, on peut certainement cumuler le tout. De plus, ce livre met des outils, des ressources et des amorces de récits à votre disposition. Donnez libre cours à votre créativité pour écrire votre propre histoire. Parmi ces ressources, vous trouverez notamment des informations sur l'impact du weird sur un territoire spécifique ou ses habitants, des informations détaillées sur les communautés que vous croiserez et comment les tirer, ainsi qu'un détail des effets permanents qui perdureront d'un personnage à l'autre et donc d'une histoire à l'autre. Ça c'est super cool. Si on a des choses qui restent d'une partie à l'autre en plus, c'est vraiment chouette. Parce que, alors, quand je joue des jeux de rôle solo, j'aime bien faire partir un personnage et si à un moment donné, malheureusement, il devient fou ou qu'il meurt, un des PNJ qui l'accompagne prend sa place. Du coup, je continue l'histoire. Et là, ce sera peut-être possible, ça a l'air d'être un petit peu ce qu'il propose. Ou alors peut-être un nouveau héros, mais qu'il faudra intégrer. Ça pourrait faire comme une petite campagne. Alors, pour le matériel. Un paquet de 78 cartes tarot, un jeu standard ou le jeu collector pour Tainted Grail. Donc j'imagine qu'il est dans la version KS. 22 arcanes majeures numérotées de 0 à 21, 56 arcanes mineures divisées en 4 couleurs, chacune composée de 14 cartes. Ok. Le journal Tainted Grail ou carnet ordinaire dans lequel vous pourrez noter toutes les informations importantes, suivre vos capacités et réaliser vos croquis. Crayon ou stylo effaçable, carte de 40 territoires d'Avalon, facultatif, des pions et des vignettes. Ok. Alors là, on a une petite intro sur Avalon, une île entourée de mystères. Excusez-moi. Enveloppée par le weird, un brouillard magique altérant le paysage physique et spirituel, Avalon est une île inhospitalière où les frontières de la réalité sont souvent floues. Là où vivaient autrefois des communautés humaines prospères, il ne reste désormais plus que des villages abandonnés ravagés par le brouillard et les précurseurs. Survivre en Avalon est une lutte constante, notamment face aux weird et aux créatures violentes. Isolés, les peuples dépendent d'économies morcelées où les échanges reposent principalement sur le troc. Face aux étranges forces qui s'abattent sur Avalon,
Les traditions culturelles hétéroclites issues du continent s'estompent. Certains habitants continuent à pratiquer le polythéisme, mais bon nombre d'entre eux ont abandonné toute religion, désireux de solutions plus pragmatiques. La maladie, la violence et le weird influent énormément sur l'espérance de vie en Avalon, qui est bien plus courte que sur le continent. Au-dessus de tout cela se dresse le brouillard, une force oppressante qui renforce le caractère précieux des refuges sur ces terres maudites. Notre but ultime. Entamez votre périple en choisissant un personnage parmi les 5 archétypes proposés. Du coup, on aura Felbren le célérier, Maeve la chevaleresse, Sul le sorcier, Gareth le guérisseur ou Irg la héraldesse. Faudrait que je regarde un peu dans quelle mesure on peut jouer directement 2 personnages, ça pourrait être sympa aussi. Chaque personnage dispose de caractéristiques de départ qui illustrent ses atouts et ses faiblesses. Au fur et à mesure que votre personnage progressera, vous aurez accès à ses pouvoirs spéciaux qui rendront votre périple unique. Le périple d'un personnage est composé d'un enchaînement de situations à surmonter. À vous de décider comment le personnage s'y prend et l'impact de ses victoires ou défaites sur son chemin vers l'ascension. Tout au long du périple, vous devrez noter des informations importantes. Libre à vous de les noter avec plus ou moins de détails. Surtout, comprenez bien qu'il s'agit de vos personnages et que leurs histoires sont entre vos mains. Ça, c'est génial. Ça va donner lieu à un nouveau petit carnet avec une super aventure. Alors, les types de cartes. Vous devrez fréquemment déterminer certains aspects du périple, comme la situation dans laquelle se trouve votre personnage, si ses actions lui permettent de surmonter la situation ou non, ainsi que les conséquences qui en découlent. Dans ces cas-là, vous devrez tirer une carte de tarot et trouver la réponse dans les tableaux spécifiques fournis dans ce livre en fonction de son nombre, de sa figure et de sa couleur. Un paquet de cartes de tarot ordinaire contient 78 cartes. On distingue les arcanes majeures numérotées de 0 à 21, les arcanes mineures divisées en 4 couleurs, chacune composée de 14 cartes. Dans ce jeu, les 78 cartes seront divisées ainsi. Allons voir ça. Alors, nous aurons un paquet des 10. Composé des arcanes majeures numérotés de 1 à 10, ce paquet fonctionnera comme un D10. Sauf indication contraire, après avoir révélé une carte de ce paquet et appliqué son effet, remettez-la dans le paquet et mélangez ce dernier. Ok. Ensuite, un paquet attitude de combat, composé des 12 arcanes majeures restants, celui numéroté 0 et ceux numérotés de 11 à 21. Ce paquet sera utilisé pendant les combats, sauf indication contraire, après avoir révélé une carte de ce paquet et appliqué ses effets, remettez-la dans le paquet et mélangez ce dernier. Alors, donc on a les numéros qu'on pourrait piocher et on a les attitudes qui vont aller avec. Donc sur un 11-13, on sera en défensif, un 14-18 en standard, un 19-21 en offensif. Les attitudes de combat sont décrites page 14, on ira voir ça. Les jets de résolution. Oh, on va lire d'abord paquet aventure, je suis bête. Le paquet aventure, composé de 56 arcanes mineurs. Ce paquet sera utilisé tout au long de la partie. Après avoir révélé une carte de ce paquet et appliqué ses effets, placez la face visible dans la pile de défausse du paquet aventure. À tout moment, si vous devez tirer une ou plusieurs cartes dans ce paquet et qu'il est épuisé, renouvelez-le en mélangeant la pile de défausse et tirez autant de cartes que nécessaire. Ce paquet est divisé en 4 couleurs, coupe, denier, bâton, épée. Chaque couleur est composée de 14 cartes, dont 10 cartes numérotées de 1 à 10 et 4 cartes présentant les figures suivantes: valet, cavalier, dame, roi. Remarque, si vous ne possédez pas l'édition Deluxe des cartes de tarot de Voyage en Avalon, vous pouvez utiliser un jeu de cartes de tarot ordinaire. Dans ce cas, considérez respectivement les cœurs, carreaux, trèfles et piques comme des coupes, deniers, bâtons, épée. Très bien. Donc, je crois que le jeu de tarot n'est pas dispo en boutique de toute façon pour le moment. C'est peut-être uniquement dans les packs des gens qui ont souscrit au financement, ça je ne sais pas, mais je n'ai pas vu le paquet de tarot et je n'ai pas vu les decks événements non plus vendus à l'unité.
Alors, les jets de résolution. Dans le cadre des gestes, votre personnage fera face à des obstacles et périls et devra agir pour résoudre ces situations. Vous devrez alors effectuer un jet de résolution pour déterminer si l'action est une réussite ou un échec. Lors des jets de résolution, prenez la valeur d'une caractéristique spécifique du personnage, compétence, attaque ou résistance mentale, et ajoutez-la à une carte aléatoire tirée dans le paquet des 10. Ajoutez ensuite tout bonus ou pénalité applicable, puis comparez le résultat total au seuil de difficulté. Donc ce sera noté SD dans le livre de règles. À savoir la valeur illustrant le degré de difficulté de la situation. Si le résultat total du jet de résolution est supérieur ou égal au SD, l'action de votre personnage est une réussite, sinon c'est un échec. Dans le chapitre 3, déroulement du jeu, vous verrez en détail à quel moment effectuer un jet de résolution et quelles caractéristiques utiliser. Ok, ça a l'air d'être un système simple qui sera facile à gérer pendant la partie. Alors là, on arrive au chapitre 2 sur les personnages. Je veux juste regarder si on peut en créer. Un gardien d'Avalon. On va lire juste la première petite partie, Gardien d'Avalon. Le périple de votre personnage sera divisé en 3 actes principaux. Chacun d'entre eux comprendra une série de gestes, à savoir de courts scénarios dans lesquels vous devrez surmonter toutes sortes de situations. Surmonter une geste avec succès vous rapportera des points d'ascension, ainsi que d'autres récompenses vitales. Ainsi, vous pourrez augmenter le niveau de votre personnage et acquérir de nouvelles capacités qui vous aideront lors des prochaines gestes. Au contraire, un échec pourra entraîner un incident, voire la mort du personnage. Vous devrez obtenir 15 PA par acte, soit un total de 45 PA pour atteindre l'ascension, rejoindre les rangs des gardiens d'Avalon et gagner la partie avec le personnage choisi. À tout moment, si votre personnage meurt, vous perdez toute sa progression. Dans ce cas, vous pouvez entamer un nouveau périple avec ce même personnage ou tout autre personnage. Quoi qu'il arrive, l'histoire que vous aviez commencé à écrire perdurera puisque certains choix auront des répercussions positives ou négatives dans les prochains périples et donc dans l'histoire des autres personnages. Ça, c'est vraiment super chouette. Super chouette. Alors, les feuilles de perso. Nous vous recommandons de parcourir les différentes sections de chaque feuille de personnage. Donc, nous avons des informations générales. Les informations contenues dans cette section offrent un bon aperçu du personnage ainsi que des éléments qui seront clés au moment de choisir sa quête. Nous y retrouverons notamment sa couleur, son origine, ses traits de caractère et son territoire de départ. Alors, on va regarder à quoi correspondent les grandes caractéristiques. Le reste, vous pourrez faire pause si vous voulez en prendre connaissance. La couleur. Chaque personnage est représenté par une couleur différente. Cette couleur symbolise ses prédispositions, ses tendances et ses principes moraux et humains. La couleur est également l'essence du pouvoir autrefois infusé par le roi Arthur et qui pousse le personnage à devenir un gardien d'Avalon. Enfin, la couleur illustre le tempérament et les aspirations du personnage et vous aidera à déterminer la quête la plus appropriée. Ok, donc on va devoir choisir les quêtes, ça c'est intéressant aussi. L'origine. Alors, je vous mets la page au cas où si vous voulez faire pause. Hop, là il y a tout. Donc l'origine. L'origine du personnage fournit des informations sur son mode de vie, ses coutumes et sa mentalité générale. Elle détermine également son territoire de départ. Donc là, on a des propositions de territoire de départ, peuple des terres, du nord, du sud, des brumes, du continent. Du continent, rappelons-nous, l'espérance de vie est plus longue, nous a-t-on dit. Ensuite, on a des traits de caractère. Déterminés par la couleur et les voix expliquées dans la prochaine section, cette liste définit la façon dont votre personnage pense, agit et réagit. Elle vous aide notamment à surmonter les différentes situations qui surviennent lors des gestes. Ok. Alors, territoire de départ. Les informations générales et l'histoire de votre personnage déterminent dans quel territoire spécifique d'Avalon vous commencez la partie.
Ce paramètre aura un impact sur le premier tour de chaque périple, ainsi que sur la première geste jouée, et pourra limiter quelque peu la visite des autres territoires au cours des tours suivants. Nickel. Ben, ça a l'air bien intéressant, tout ça, ça commence bien. Les voix. Les voix sont des caractéristiques mentales qui déterminent la conduite, les tendances et les perspectives générales du personnage. Une valeur allant de 1 à 5 est attribuée à chacune des 5 voix pour indiquer à quel point le trait associé est présent chez le personnage. On va vraiment avoir un profil de comportement et du coup ce sera très roleplay. Les valeurs hautes et basses symbolisent ses qualités et ses défauts et affectent son comportement et sa prise de décision pendant les gestes. Ok, donc on va parler combativité, conscience, créativité, idéal, raison. C'est pas mal. Historique. Alors, cette section décrit le passé du personnage, ce qu'il a fait avant de se concentrer sur son ascension. Elle relate une série d'événements plus ou moins marquants qui ont fasciné la personne qu'il est devenu. Ces informations vous aideront à définir sa quête et la suite de son histoire. Alors ça, en général, c'est des choses que je ne remplis pas complètement tout de suite, ou je laisse vraiment des choses très ouvertes pour me laisser la place à des réminiscences pendant mon aventure, me rappeler des choses qui vont me donner des bonus ou des malus, ou des blocages psychologiques. Enfin, ça permet d'intégrer plein de choses intéressantes pendant qu'on joue, de ne pas tout faire très précisément à ce moment-là. Mais on verra sur celui-ci comment ça fonctionne. Ensuite, les notes. Dans cette section, vous pouvez noter toute information que vous jugez pertinente concernant votre personnage et son histoire. Ok. Donc voilà, je vous conseille juste de rester assez ouvert, pas trop précis et de laisser un peu place à l'imagination pour plus tard. Les fondamentaux. Cette section vous permet de noter et suivre certaines caractéristiques de votre personnage qui seront amenées à changer avant, pendant et après les gestes. Vous y trouverez sa santé, ses points d'expérience, ses points de survie, de magie, sa résistance mentale et son potentiel de combat. Donc là, on a tous les détails sur tout ce qu'on vient de dire, hein. Santé, XP, etc. Et le combat. Intéressant parce qu'il y en aura pas mal et apparemment c'est plutôt létal dans ce jeu, donc des combats plutôt rapides et expéditifs. À voir, hein, maintenant, c'est simplement des choses que j'ai entendu dire. Dans cette section, vous pouvez suivre vos valeurs d'attaque et de défense pour 3 des 4 attitudes de combat possibles lors des passes d'armes segmentant les combats. Donc ça, faudra aller voir page 92. Votre attaque détermine si votre coup touche la créature et lui inflige des dommages, alors que votre défense détermine si le coup de la créature vous touche et vous inflige des dommages. Notez que l'attitude de combat choisie peut aussi modifier ces valeurs. Donc on a le petit calcul de base, valeur de combativité plus valeur de la compétence combat plus attitude de combat choisie plus dommage de l'arme plus 1 des 10. Allez, tout ça. Les dommages se calculent de la façon suivante. Attaque moins défense, jusque-là tout va bien. La défense se calcule de la façon suivante. Valeur de conscience plus valeur de raison plus bonus issu d'objets de protection plus 5 plus attitude de combat choisie. Alors, si après vous trouverez les 4 attitudes de combat possibles, donc on a une position standard, offensive, défensive et le mouvement. Donc en fait, avec ce jeu, on va pouvoir se dessiner des petites battle maps. Je sais que pour le jeu de rôle, le gros livre, en tout cas ceux qui ont pris le KS, il y a même des petites figurines et des cartes pour les combats. Maintenant, on va pouvoir en dessiner sur nos cahiers, ça va être sympa. Alors, les compétences. Bon, les compétences, du coup, il y en aura liées à la combativité, liées à la conscience. Donc là, on a perception, voyage. Lié à la créativité, artisanat, ça c'est toujours sympa quand on peut faire fabriquer des objets, tout ça. La communication, ok, ce sera un peu notre charisme. Les compétences liées à l'idéal, la compassion, l'inspiration, la religion. Les compétences liées à la raison, ok. Alors l'érudition, la magie, donc tout ça c'est tout ce qui concerne l'intelligence et les soins.
comme dans tous les JDR. L'arc narratif. Cette section illustre le chemin de votre personnage vers l'ascension. Un arc narratif est divisé en 3 actes de difficulté progressive. Il regroupe la quête, les actes et les points d'ascension. Alors, pour la quête, chaque perso a son propre désir ardent, un objectif ou toute autre chose qui le pousse à continuer et qui guide ses pas au quotidien. En réalisant leurs désirs, les personnages progressent vers l'ascension. Quelle est la chose la plus importante aux yeux de votre personnage? Pourquoi se bat-il? Que doit-il accomplir à tout prix, quitte à perdre tout ce qu'il aime, voire à y laisser la vie? Voilà ce qui définit sa quête. Et chaque geste joué, qu'elle se solde par une réussite ou un échec, forge son histoire. Pourquoi et comment? À vous d'en décider. Eh bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors après, on nous parle du coup le détail, les actes, les points d'ascension. Et on nous parle de métamorphose. Mais qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure que vous progresserez dans les actes et donc dans l'ascension, votre personnage évoluera de différentes façons. La métamorphose sera l'une d'entre elles. En atteignant certains paliers, vous devrez choisir parmi une sélection de pouvoirs spécifiques à la couleur de votre personnage. Cette section vous aidera à suivre ces pouvoirs et les avantages qu'ils confèrent. Tous les personnages commencent avec le pouvoir renforcement au palier prémisse. Ok. Donc pour la métamorphose, il faudra qu'on voit à la page 68. Ensuite, on a une petite section sur l'équipement, donc les objets et la richesse. Donc c'est bien, on va devoir certainement gérer nos dépenses pendant les voyages. J'espère en tout cas, parce que ce serait vraiment fun. Et les compagnons. Ce sont des créatures ou humains alliés qui, inspirés par les actions de votre personnage, décident de le suivre pour tenir leur serment, pour atteindre un objectif commun ou simplement par affinité. Lorsque vous obtenez un nouveau compagnon, notez son nom ici, tout comme les effets et capacités qu'il vous octroie. Chaque type de compagnon ne dispose que d'un emplacement et vous ne pouvez donc en avoir qu'un à la fois, à quelques exceptions près. Prudence, car vous pouvez également perdre un compagnon. Ok, donc on aura peut-être des choses mentalement qui vont changer en fonction de la façon dont on perd les compagnons. Non, on peut imaginer plein de choses. Vous pouvez maintenant choisir un personnage parmi ceux proposés ci-après. Après cela, continuez avec les chapitres suivants qui vous expliqueront comment entamer un périple et plonger au cœur de votre première geste. Ok, découvrons les personnages. Nous avons Felbren. C'est une belle illustration, franchement, c'est vraiment joli. C'est joli, avec un encensoir qui disperse une fumée bleue. J'aime beaucoup. Très chouette. Il a une marque sur le front. Non, c'est vraiment joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui? Il est originaire du peuple des terres. Il est généreux et bavard. Ok. Territoire de départ, le premier fort. Ok. Combativité en stats, il a 3. Créativité 2. Conscience 4. Idéal 5. Raison 1. Son historique. Felbren. Un ancien prêtre de la Toute-Mère est né dans la pauvreté et a été élevé dans un monastère au pied des remparts de Camelot. Malgré toute sa dévotion, sa remise en question des sévères doctrines religieuses l'a mené à son exil du clergé. Il a connu plusieurs années d'errance, offrant son aide et ses conseils spirituels aux plus démunis, loin de la piété oppressante de Camelot. Alors, installé à Clontarf, il est devenu une figure emblématique de la communauté locale, incarnant une foi plus intime, empreinte d'humilité. Sa générosité et sa nature bavarde lui valent l'affection du peuple, mais sa volubilité peut également être source de conflits, en particulier lors de situations dangereuses. Ok, donc on a des points forts, des points faibles. Ici, nous voilà avec la fiche de personnage. Donc on va reprendre tous les fondamentaux. Donc on a la santé, point de survie, résistance mentale, XP, magie, combat. Ensuite en combat, plus particulièrement, nous avons les attitudes avec attaque et défense systématiquement. Puis les
compétences en dessous, notre petite grille de compétences avec des cases à cocher. Donc on commence forcément en niveau faible. Les arcs narratifs, donc ça ce sera certainement le choix de notre première quête. La métamorphose, notre équipement et les compagnons qu'on va rencontrer et perdre apparemment. Deuxième personnage, nous avons Gareth. Gareth qui a un petit côté un petit peu druidique, hein, du coup. Il se balade avec son petit brin, on dirait du rameau. Je suis pas sûre de moi. Voilà. Et de quoi cueillir et les petites sacoches pour stocker tout ça. Donc Gareth vient du peuple du Nord. Il est prudent et tourmenté. Il vient de points lointains. Il commence son aventure à points lointains. On a les valeurs de voix également et on va regarder son historique. Gareth, guérisseur d'exception originaire d'un petit village de montagne, a appris l'herboristerie médicinale auprès de sa mère. Sa réputation d'excellence s'est propagée au-delà de sa bourgade, mais sa vie tranquille a pris fin à l'arrivée d'un chevalier itinérant au service du perfide Mordred, qui convoitait une ancienne relique. Après que Gareth a empoisonné l'intrus et s'est débarrassé du cadavre, une sombre tempête du Weird s'est abattue sur le village, adoptant la forme de l'esprit vengeur du chevalier avant de tuer tous ses habitants. Depuis, Gareth s'attelle à fuir le lémur, ce fantôme du chevalier qui le hante et le poursuit sans relâche, s'attaquant à quiconque lui vient en aide. Sa vie est marquée par une vigilance constante, l'incertitude et la peur de nouer des liens, car le lémur finit toujours par le retrouver, même s'il doit pour cela posséder quelqu'un. Va falloir qu'on se méfie des compagnons avec lui, hein, éventuellement. Mais il a l'air bien intéressant à jouer. J'aime beaucoup la caractéristique tourmentée, puisqu'on peut envisager plein de choses. C'est vraiment chouette. Donc sa fiche perso. Ce serait sympa qu'on ait des choses à télécharger. J'ai regardé du coup sur le site de l'éditeur. Ensuite, nous avons Maeve, ou Maeve, comme vous voulez, qui est vraiment jolie aussi. Alors, elle est du peuple du continent. Elle est persévérante et inflexible. Certaine droitesse alors. Hein. Et elle commence son périple sur les cornes du sud. Son historique. Maeve, une chevaleresse résolue, a fui la terre des ancêtres ravagée par la guerre et la mort rouge, endurant un terrible voyage pour atteindre Avalon. Après avoir perdu ses parents et connu l'anéantissement des idéaux de son clan, elle a fait le serment d'honorer son héritage en protégeant les opprimés d'Avalon. Les prouesses au combat de Maeve lui ont valu le respect des Avaloniens et l'instruction des paladins de la Croix de Bronze. Elle parcourt à présent les routes embrumées tel un flambeau de courage et d'habileté pour secourir les hameaux de la tyrannie et de la peur. Portée par sa détermination sans faille, Maeve fait preuve d'une ténacité qui frôle parfois l'entêtement et peut se heurter aux dures réalités d'Avalon. Ok. Alors elle a presque un profil un peu paladin. Et il pourrait lui arriver pas mal de choses désagréables parce qu'on pourrait dire qu'elle aurait tendance à foncer tête baissée vers son objectif sans trop réfléchir aux conséquences avant, mue par ses aspirations plutôt positives. Donc, encore de belles aventures à vivre avec elle. Nous avons ensuite Sul. Ok. Il est sympa aussi. Bon, très certainement un mage. Avec son petit hibou, un pote d'Harry Potter. Alors lui, il vient du peuple des terres, il est ingénieux et indépendant, et il commence son périple au visage serein. Sul, un sorcier originaire d'un village misérable, a été sauvé de la pauvreté grâce aux enseignements de son père, avant d'être instruit par les scribes royaux de Camelot. Guidé par Ingonde d'Escalote, une puissante praticienne de la magie, il a appris à maîtriser la sorcellerie et accumulé de nombreuses connaissances perdues. Lorsque Camelot a voulu récupérer Avalon, Sul s'est porté volontaire pour une expédition. Malgré tous ses efforts, cette mission est marquée par la maladie,
la démence et les menaces surnaturelles conduisant à son échec. Cette expérience lui a toutefois permis d'envisager de nouvelles possibilités. Il recherche désormais d'anciens savoirs afin de libérer Camelot de son passé tyrannique. Indépendant et ingénieux, Sul emploie ses pouvoirs pour refaçonner l'avenir d'Avalon, se méfiant toujours de la fiabilité d'autrui. Ok. Donc lui, il aura peut-être tendance à ne même pas vouloir de compagnon. Encore une fois, ses petites caractéristiques. Et nous avons maintenant Irgé. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom. Je dirais Irgé. J'aurais tendance à prononcer le « et », on ne sait pas. Ok. Alors lui, peuple des terres. Il est déterminé et irréfléchi. Oh, c'est une femme, pardon. Elle est déterminée et irréfléchie. J'avais pas vu que c'était une fille. Bon. Irgé a été sauvé du Weird par sa sœur et le seigneur Runon. Soucieuse d'honorer le sacrifice de sa sœur, Irgé a dédié sa vie à Runon, devenant son écuyère et imposant le respect par ses prouesses au combat. Lorsque le seigneur a été élevé au rang de vassal de Camelot, Irgé l'a rejoint avant d'être nommé héraldesse du chevalier de Runon. Lohengrin. Voilà. Suite au vœu de silence de Lohengrin, Irgé a continué à maintenir la paix en son nom dans la marche de Bedegraine. Runon et Lohengrin ayant tous deux soudainement disparu, Irgé suit à présent ses propres convictions et endosse l'autorité de la région. Déterminée et irréfléchie, elle agit rapidement face au danger. Elle sait rassembler les gens et les mener, même dans les situations les plus difficiles. Très bien. Alors ça, pour le moment, c'est le personnage qui m'inspire le moins. Si vous avez des idées. Ensuite, on passe au chapitre 3. Et on va nous expliquer ici comment entamer un périple, comment se structure le geste, comment choisir le territoire de départ. Tout ça, on va pas faire, hein. Je voulais juste vous montrer les personnages. Là, on a l'histoire des paquets aventures. Découvrir l'effet du weird. Le weird est une force omniprésente que vous rencontrerez dans la plupart des gestes, à des degrés divers, et qui modifiera la manière dont vous les traversez. Ces effets se manifestent de multiples façons, aussi bien positives que négatives. Tous les effets ne durent que le temps de la geste en cours. Les bonus et pénalités sont donc temporaires. Dès que vous atteignez cette phase, suivez les étapes ci-dessous. Donc il faudra déterminer le niveau du weird, tirer une carte, découvrir son effet, appliquer son effet. Ok. Ensuite, évaluer la tonalité. Pas mal de choses. On aura des défis à résoudre. Ok. Résolution d'un événement. Alors, les événements, comment ils font ça? Certains défis se transforment en événements spéciaux qu'il vous faudra également résoudre. Selon l'événement, une résolution positive peut permettre de gagner des avantages ou d'éviter des difficultés, tandis qu'une résolution négative peut empêcher de gagner des avantages ou vous infliger des difficultés. Très bien. Alors, nous avons des récompenses et incidents. La progression du personnage, la conclusion d'un geste, les niveaux de difficulté. Et ici, on entre dans le dur, les règles et indications. Ok, donc on va avoir des tableaux pour les armes, avec leurs coûts, les dommages qu'elles infligent, les niveaux de compétences en combat requis, puisqu'on ne pourra pas prendre n'importe quoi en fonction du niveau de notre personnage. Donc c'est bien, il y a pas mal de choix. Les protections, pareil, on va avoir toutes les tables pour savoir comment notre personnage se protège et ce qu'il pourra équiper. Bien sûr, les bonus qui iront avec. Ici, on a les capacités de médecine, contrepoison, remède, sacoche de guérisseur, essence de guérison, l'arme de la toute-mère. Oh, c'est joli. Les artefacts. Donc ici,
Les services, qu'est-ce que c'est? Vous aurez accès à divers services en vous rendant dans les communautés que vous aurez découvertes. Les services proposés par les habitants sont les suivants. Bénédiction, atouts, soins et entraînement. Super, si on peut s'entraîner, c'est super bien. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Vous ne pouvez en acheter qu'un pour un de chaque par geste. D'accord, donc un de chaque. Les coûts, alors je sais pas encore hein, si c'est des coûts élevés ou pas. À mon avis, oui, parce que c'est quand même de bons bonus en général. Mais c'est une super nouvelle. Le commerce, donc on va pouvoir acheter et vendre des objets en échange de richesses. Très bien. Tout ce qui va concerner les compagnons, donc nous aurons des combattants, des serviteurs, des familiers, des aides de camp et des montures. Ça, c'est cool aussi. Ah, on a encore une belle illustration. J'aime bien le type des images. C'est joli. Alors, les points de survie, la récup, le répit, résistance, relance. Le fait d'avoir été choisi par le destin octroie au personnage une nature innée exceptionnelle qui est représentée par les points de survie. Ces points pourront être dépensés afin de puiser dans l'énergie du personnage, lui permettant ainsi de surmonter certaines difficultés. À certains moments, lors d'une geste, vous pourrez dépenser des points de survie pour effectuer une action spéciale. Ce faisant, la quantité dépensée sera retirée de votre réserve, évidemment. Ils peuvent être récupérés en dépensant des XP ou grâce à un pouvoir de métamorphose dans le cas de Maeve. Il y aura de la relance de dés, de la résistance supplémentaire, du répit, ça je ne sais pas encore, et la récupération. Ok. Tout ce qui concerne l'XP et l'amélioration des compétences. Encore une belle illustration. Alors ensuite, tout ce qui concerne la métamorphose. Et on a là les prémices, l'éveil, l'embrasement. Donc on a 3 niveaux pour monter nos personnages systématiquement. Alors, tout ça, ça rentre vraiment dans le dur des règles. Je vous montre encore. Petit coffre, le petit loot. Les trésors, les tables aléatoires de ce qu'on va pouvoir trouver. J'adore quand il y a des tables aléatoires, c'est super. Et souvent, on peut adapter ça pour d'autres JDR aussi. Et les trésors, ce sera des petits, moyens ou grands. Attention. Tableau des trésors moyens. Ah, ça va être super bien. Des incidents. Des incidents et des blessures. Ok. Donc là, dans les incidents, je vois déjà écrit en gras blessures, poison, maladie, tourment, déroute. Ça me plaît déjà. Ok. Les blessures. Le poison, maladie, tourment, déroute. Ah, la mort. J'ai regardé ça quand même. Votre personnage parviendra à maîtriser bien des situations, à gagner en puissance et à s'entourer d'alliés loyaux. Cependant, certains obstacles pourraient s'avérer bien trop difficiles à surmonter. Au début, il est possible d'éviter la mort. Dès que votre santé tombe à 0 ou moins et qu'aucune des conditions de mort n'est remplie, plusieurs choses surviennent. On peut récupérer 3 points de santé. On peut perdre un compagnon qui n'est pas permanent. On risque de subir un tourment majeur, mais seulement pour une courte durée. Voici les 3 façons dont votre personnage peut trouver la mort. Alors, si votre santé est réduite à 0 ou moins lors de 3 événements de combat consécutifs. Si votre santé est réduite à 0 ou moins lors de 5 événements de combat. Si votre santé est réduite à 0 ou moins à cause d'un incident ou d'un événement hors combat. Ok. Et là, c'est la mort. Sympa. Sympa, sympa. Alors, on a les règles sup pour la magie. Ça aussi, c'est vraiment chouette. Le savoir antique.
Mm. Ça fait très peintresse, je trouve, cette illustration. Les événements. Voilà, donc là on commence à rentrer un peu dans les tables. La section suivante contient 4 tableaux classant les événements de découverte par niveau de weird, ainsi qu'une liste et une description de chacun d'entre eux. Ok. Ok, c'est cool. Tableau de découverte. Argent égaré, communauté. Ah là là. Événement d'influence. Ça aussi, ça va être sympa. Ah, le transport. Vous avez trouvé un nouveau moyen de vous déplacer, un chariot, un bateau, un petit navire. Voyager sera bien moins fastidieux maintenant. Ce dernier vous permettra également de traverser de plus grandes distances. Ça, j'aime bien quand on gère les voyages. Donc là, on a tout ce qui concerne les compagnons, les gens qu'on peut croiser, peut-être. On a des événements de combat. Donc on détermine d'abord le type de créature, les infos sur les créatures, les phases de combat, les résultats bien sûr, tableau des créatures, ici. On a quand même de quoi faire, sans être obligé dans les premières parties d'aller imaginer et inventer moult choses. On a déjà vraiment de quoi s'amuser. Et là, on va parler du weird. Depuis des temps immémoriaux, une brume étrange et surnaturelle s'abat sur Avalon. Cette puissance primordiale capable d'altérer et de transformer les êtres vivants ainsi que la nature même se nomme le Weird. À ce jour, l'humanité doit encore lutter pour survivre à ce fléau, devant s'adapter sans cesse face à une menace qui ne se tait jamais. Bien que le Weird prenne généralement la forme d'un brouillard épais, ses effets sont innombrables et beaucoup pensent même qu'il s'agit d'une entité consciente. Vous trouverez ci-après 4 tableaux représentant tous les niveaux de weird pouvant affecter un territoire et détaillant les divers effets pouvant s'appliquer aux gestes. Là, je vais passer vite parce que je ne veux pas me spoiler avant de jouer. Ça, c'est vraiment des grands tableaux. Et pendant la partie, c'est mieux de les découvrir pour pouvoir imaginer des choses à chaud, en fait. Les territoires d'Avalon, donc ça, c'est tout ce qu'on va retrouver sur les cartes qu'on a en début et fin. Encore une belle illustration. Donc là, c'est un paragraphe sur la cité de Camelot. Ah, encore des tables. Alors ça, c'est vraiment le bonheur pour les joueurs solo. Les tables, c'est vraiment chouette. Les terres de Camelot. Encore des tables, cette fois-ci, défi intrigue, défi affrontement, nid de corbeau. Encore défi exploration, défi intrigue. Encore une fois, affrontement par niveau, je suppose. Toujours exploration. Encore affrontement. Ça va être selon toutes les zones dans lesquelles on va se trouver. Pouh, ça va être vraiment chouette. Ils se sont donné du mal pour la partie solo. La mer d'Adiante. J'ai hâte d'avoir des retours sur le multi, sur ce jeu. Je vous montre juste encore les illustrations du livre qui sont jolies. Voilà. On va aller vite, hein. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ça me paraissait important de vous montrer un petit peu les personnages. Et puis moi-même, j'avais envie de voir ce qu'on nous proposait.
Mais ça va être riche. Je pense qu'on va retrouver des tas de choses. Ça va être très bien. Beaucoup d'images. Ils n'ont pas été avares en illustration. Franchement, c'est très très cool. Et puis, quand on joue et qu'on voit tout ça, ça peut nous donner des petites idées, des petites inspirations. Un mot peut rebondir sur quelque chose qu'on voit. Ici, là, on dirait la gueule d'un truc menaçant qui nous attend. On peut s'imaginer plein de choses. Je suis sûre qu'il y a du loot là-bas. Sympa ça aussi. Désolée pour le reflet un peu sur le côté. Ça vous gâche un petit peu l'image, mais j'ai pas de solution pour le retirer. Eh ben dis donc, il y en a des photos, enfin des images. Très beau. Et il y en a des tables, ça c'est vraiment cool, hein. Ça c'est très sombre. Là c'est pareil, on peut détailler. On peut détailler des tas de choses. On est dans une forêt. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres? Comment est le sol de la forêt? Ça peut nous aider. Enfin, on peut aller imaginer des tas de trucs. Même se rajouter des bonus ou des malus s'il y a trop de ronces ou qu'il y a de la boue, on peut glisser. Voilà. Un phare. Ah, mon petit rouquin. Alors lui, c'est Yuji Itadori. Ne mange pas le livre, hein, Yuyu. On en a encore par là. Voilà, et tout ça, c'est des tables aléatoires pour qu'on puisse construire notre aventure, découvrir toujours de nouvelles choses en fonction des lieux dans lesquels on va se trouver, en fonction de, du coup, la construction de notre personnage. Donc c'est vraiment... J'ai hyper envie de me plonger dans l'aventure. Ça, c'est sympa aussi, ça fait un petit peu conte de fées qui va mal finir. Voilà. Du coup, vous aurez feuilleté avec moi, donc premier petit feuilletage du livre, vous aurez feuilleté avec moi ce nouveau jeu de rôle. Conçu pour le solo, en espérant que ça marche vraiment bien, mais j'ai peu de doutes. Ça a l'air vraiment, vraiment très travaillé. Le système a l'air simple, pas alambiqué, pas 15 000 calculs à chaque test. Et j'ai hâte de voir comment fonctionnent les voyages, comment fonctionne le commerce, parce que ça c'est vraiment une partie toujours très sympa. Donc plein de petites attentes sur ce jeu. Désolée pour les petits bruits derrière, c'est du coup Yuyu qui s'amuse avec je ne sais pas quoi, certainement une boule de papier. Voilà. Donc vous aurez tout vu avec moi. Moi, je vais entamer la lecture très sérieusement dès ce soir. Et puis me lancer le plus vite possible en Avalon. Et voilà, on revient sur la carte. Voilà, donc j'espère que si vous aviez des questions sur est-ce qu'il y a suffisamment de tables, etc., ça vous a un peu rassuré.
parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Je vais voir, moi, peut-être pour me prendre le guide de départ pour pouvoir créer moi-même mes personnages, parce que j'aime bien imaginer mes personnages. Et puis ça me donne des idées un petit peu plus claires sur le roleplay que je vais leur donner pour plus tard. Ensuite, n'hésitez pas aussi à tester ça avec Musée Oracle, avec Ita, comme je vous disais aussi, même si on n'a pas encore les decks de cartes pour ça. Et même si, très franchement, avec tout ce qu'on a vu là, ça ne m'a pas l'air spécialement nécessaire, mais si vous avez peur d'être en panne d'inspiration, n'hésitez pas, il y a des tas de moyens de s'en sortir et de vivre une belle aventure à partir d'un petit bouquin qui ne prend pas trop de place, parce que c'est même pas du A4. Je sais plus comment s'appelle ce format, mais peu importe. Je vais encore aller voir sur Studio Agathe si on a des ressources à télécharger, genre des fiches de perso, des choses comme ça. Et bah, c'est parti pour l'aventure. Donc on en reparlera si vous le souhaitez dans d'autres vidéos plus tard à voir. Et bien sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser. Profitez bien de vos jeux. À bientôt.